Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de la France à travers les deux époques de roi Louis XIII et Louis XIV et l'évolution de la pensée au XVIIe siècle. L'histoire de la France au XVIIe siècle est marquée par l'apogée du pouvoir royal qui devient absolu. Après la peste birrénienne, le royaume de France devient une puissance dont le rayonnement s'étend à une grande partie de l'Europe. Louis XIII est né le 27 septembre 1601 et est devenu roi le 17 octobre 1610. Le fils d'Henri IV et de Marie de Médicis voit le jour à Fontainebleau. Il est roi de France et de Navarre de 1610. Le 14 mai 1610, Henri IV est assassiné. Un catholique fanatisé saute sur le marchepied et poignarde Henri IV. Louis XIII, n'ayant que 9 ans, comme il est trop jeune pour régner, il y aura une période de régent où quelqu'un gouverne à la place du roi. Dans ce cas, la région est assurée par sa mère Marie de Médicis qui laisse gouverner son favori Concino Concini. Louis XIII, à l'âge de 15 ans, prend le pouvoir en tuant Concini. Le 28 novembre 1615, le jeune roi de France Louis XIII épouse le fils du roi d'Espagne. Anne d'Autriche, la messe est célébrée à Bordeaux alors que les deux époux sont à peine à 14 ans. L'époque de sa vie est la plus importante. Le 80 avril 1617, Concini est appréhendé au Louvre et assassiné. Louis XIII déclare sobrement « À cette heure, je suis roi ». 1624, il nomme Premier ministre le cardinal de Richelieu. Vers la fin de sa vie, Louis XIII, puisé par les efforts guerriers, terrassé par la maladie, il s'éteint le mai 14 mai 1643, 33 ans jour pour jour après la disparition de son père. Quant à le cardinal de Richelieu, il avait un rôle très important au bénéfice de Louis XIII. Donc, Louis et le cardinal sont devenus très proches. Il avait un grand désir de détendre la France. Il a aussi géré la guerre contre les Huguenots. Cette période est marquée en Europe par la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, et par un ensemble d'autres guerres par lesquelles le roi ou prince de différents pays cherchaient à détrôner le roi étranger afin de récupérer un maximum de pouvoir. Sous la direction de Richelieu, le roi Louis XIII a pu gagner la noblesse sous son contrôle et est intervenu avec succès dans la guerre de 30 ans. Le règne de Louis XIV reste marqué par l'image d'un roi absolu et d'un État puissant, donnant à cette période le nom de Grand Cercle. Investi très jeune dont les fonctions éduquées par le cardinal Mazarin, le roi Soleil incarne le principe de l'absolutisme. Le 5 septembre 1638, la reine Anne d'Autriche donne naissance à une fille, Louise Dieudonnée. Lorsque son père Louis XIII meurt en 1643, il devient roi alors qu'il n'a que 5 ans. Anne d'Autriche devient la régente. Elle dirige le royaume avec le cardinal Mazarin comme premier ministre. L'enfant insouciante de ce roi ne va guère durer. La France, cette révolte qui couvre depuis des années est sur le point d'exploser. La France est une période de troubles qui frappe le royaume de France de 1648 à 1653, alors que Louis XIV de 1638 à 1715 est encore un enfant. En 1661, Louis XIV décide de ne plus rendre de Premier ministre. Il contrôle toutes les affaires de la France et le gouverne avec autorité jusqu'à sa mort en 1715.
La monarchie absolue est un régime politique dans lequel le roi a tous les pouvoirs. Il croyait être roi de France par la grâce de Dieu. Monarchie absolue de Croix des Vins. Aussi, en 1761, Louis XIV décide d'arrondir et de conformer le pavillon de chasse de son père à Versailles. Le château de Versailles est un symbole de monarchie absolue. Il représente le luxe, la richesse, mais aussi l'art. De nombreux artistes se rendirent à Versailles pour divertir le roi et la cour. Louis XIV décide de quitter Paris afin de s'installer à Versailles. Il y amène ses conseillers ainsi que la noblesse qui compose la cour. Il y a eu de nombreuses guerres. L'une des batailles importantes à mentionner est la guerre contre l'Espagne pendant 32 ans, car c'était la plus grande puissance européenne. La paix est signée entre les deux pays par les traités de Pyrénées et le mariage entre Louis XIV et l'enfant de Marie-Thérèse d'Autriche. Durant le règne de Louis XIV, la France s'arrondit avec le Roussillon, la Franche-Comté, la Saxe et la Flandre. À la fin de son règne, guerre de succession de 1708 à 1713 contre l'Espagne, France affaiblit son allié. Les guerres incessantes et la vie luxueuse à Versailles sont provoquées la misère des Français. Il meurt en 1715, après 154 ans de règne personnel. Très peu de personnes furent prises de sa mort. Il est inhumé à la basilique Saint-Denis et lègue le trône à son arrière-petit-fils, Louis XV, alors âgé de 5 ans. Et maintenant, on va passer à l'évolution de la pensée. Le XVIIe siècle a été un siècle de nombreuses évolutions de la pensée. Il y a 5 évolutions. Premièrement, influence de la Renaissance. L'esprit de la Renaissance est resté manifestement influent jusqu'au milieu du XVIIe siècle, dans la plus importante et en la littérature et l'héroïsme. Cette pensée émane du stoïcisme. L'héroïsme est étroitement lié à la situation au début du XVIIe siècle. Les nobles battent Antoine pour défendre l'idée qu'ils se font de leur honneur et s'arment contre le roi, la France, par fidélité à un idéal chevaleresque. Deuxièmement, contre Montaigne et la sagesse humaniste. Lassé par les insupportables querelles religieuses, les derniers humanistes avaient cherché un équilibre dans lequel l'individualisme de Montaigne, son humanité et son goût pour la tolérance en sont les meilleurs exemples. Il cite néanmoins une pomme de discours entre eux, ce problème de la race qui sépare d'un côté le jansénisme et de l'autre les jésuites. Les jansénistes mènent une vie austère dans un couvent non loin de Paris, à Port-Royal. De plus, ces catholiques ont été persécutés à l'égard de protection jusqu'à la destruction de le couvent. Les particularités du jansénisme comprennent deux caractéristiques principales. Tout d'abord, ils sont des fidèles au dogme catholique et appliquent un règlement sévère. En outre, la prédestination, le dieu des jansénistes, n'accorde la race qu'à certains élus. Quant aux jésuites, les jésuites sont des membres de la compagnie de Jésus. Les jésuites prirent une grande importance lors de querelles entre les catholiques et les protestants au VIe et XVIIe siècle. Les jésuites s'opposent au protestantisme. Ils comprennent deux caractéristiques principales. Ils insistent sur la liberté personnelle et sont plus tolérants par rapport au jansénisme. Il n'y a plus de prédestination et le salut est accessible à tous.
Bref, la différence de ces deux doctrines avec l'humanisme est que pour elle, le mal n'est pas un accident ou une faiblesse de comportement qu'il est possible de surmonter par un apprentissage personnel et un art de vivre équilibré. Troisièmement, la révolution cartésienne, qui est René Descartes. Alors, René Descartes est un mathématicien, physicien et philosophe français. Il est né en 1596 et mort en 1650. Le cartésianisme s'est particulièrement manifesté à travers le premier ouvrage philosophique publié en langue française, le célèbre Discours de la méthode, 1637, sous-titre Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Descartes est un des fondateurs de philosophie moderne. Et qu'est-ce que le cartésianisme? Il est une philosophie rationaliste et métaphysique. Il n'accepte plus de réduire la connaissance à une accumulation de faits d'arrêter des anciens. Il rejette toutes les connaissances acquises qui, selon lui, ne peuvent mener à vérité. Donc, il met tout en doute. Alors, Descartes introduit admirablement le classicisme, où tout repose sur l'idée qu'il existe d'un ordre, une perfection absolue et que chaque homme peut l'atteindre par l'effort et la discipline de la raison. Quatrièmement, du zéro à l'honnête homme. L'idéal de l'honnêteté n'a pas remplacé d'un seul coup l'idéal héroïque. L'un de l'autre sont longuement cohabités, mais il est très intéressant de suivre le glissement qui mène de l'une à l'autre. L'honnête homme se définit d'abord par rapport au monde de la cour et une expression du XVIIe siècle qui désigne un homme qui est un modèle intellectuel et moral d'inspiration aristocratique qui se substitue à l'idéal chevaleresque du XVIIe siècle. L'honnête homme se détache dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Il y a beaucoup de caractéristiques de l'honnête homme. D'abord, il sait se tenir en société, puis il obéit sans erreur au règne de la bienséance. Ensuite, il est naturellement charmant. Après, il sait prendre part à toute discussion avec élégance et humour. Surtout, il a un style galant, agréable et mesuré. Par exemple, Nicolas Faré et son ouvrage L'honnête homme ou l'art de plaire à la cour. Dernièrement, la crise de conscience européenne. Dès avant 1600, les mentalités évoluent. En outre, de 1680 à 1715, s'apprend en effet les idées les plus contradictoires et les plus puissantes. La raison devient un jugement non plus pour atteindre un absolu universel comme dans le classicisme, mais pour battre en brèche de croyants. Malgré les efforts des catholiques et notamment de Bossuet, l'athéisme et le déisme se développent. Par conséquent, la pensée du peuple évolue à la fin du XVIIe siècle. C'est sur ce base que naît la révolution avec les changements idéologiques qui l'accompagnent. Voici les références que notre groupe a consultées pour réaliser cet exposé. Merci beaucoup de votre attention et n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre